Ouais. Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr, bonsoir plutôt. Aujourd'hui, j'ai pas pu assurer l'émission à midi, je vais me rattraper ce soir. Euh, on va faire au mieux. Il est déjà 18h07, donc les marchés européens sont fermés, plus de gros mouvements. On a eu une accélération baissière, pas une grosse journée, mais tout de même une belle journée de baisse, on le voit ici sur le DAX, mais également sur l'euro face au dollar. Dans la zone de résistance, donc là pour du moyen terme, ça me semble être une opportunité intéressante de shorter l'euro-dollar, parce que derrière on peut avoir des mouvements peut-être significatifs. Donc, sur l'or, on a eu du mouvement, mais finalement on a eu plus de bruit qu'autre chose. Il n'y a pas eu de vrai décalage. Donc ici en journalier, là on assiste à une journée très plate. Donc a priori j'ai pas de raison particulière de rentrer sur un produit ou un autre, surtout vu l'heure. Je vais peut-être pas trader. Marché US plutôt accélère à la baisse, mais là ça s'est calmé depuis la fermeture des marchés européens. AUD-USD a tenté de corriger, mais on est reparti sur une pression vendeuse. Le câble, moi c'est hésitant dans l'ensemble. USD-CAD, pas de gros mouvement. On reste dans quelque chose d'assez contenu. Sur la journée spécifiquement. Ouais, il n'y a pas eu de gros décalage. Euro-Yen. Non, très peu de décalage également sur l'euro-yen. EUR-GBP, on a eu une dynamique baissière, donc l'ensemble euro a baissé aujourd'hui. Il y avait une rencontre notamment entre Hollande et Draghi, je sais pas si c'est ça qui a mené le mouvement, donc je vais aller voir un peu ce qui s'est dit, etc. Franchement, il s'est pas passé grand chose aujourd'hui, mais il y a quand même des sous à faire, hein. C'était une journée classique. J'en ai pas du tout profité, et là, a priori, j'ai aucune raison de rentrer sur quelques produits que ce soit. Donc si vous avez vu des produits qui bougent plus que d'autres, des choses intéressantes à voir, etc., n'hésitez pas à me l'indiquer, 2 secondes s'il vous plaît. N'hésitez pas à m'alerter hein, s'il y a quelque chose qui bouge. Donc là, moi, je vais me renseigner sur ce qu'il y avait à attendre de ce qui s'était joué aujourd'hui. Donc la bourse de Paris marque le pas à 2 jours de la réunion de la BCE. La bourse de Paris a terminé en nette baisse mardi, marquant le pas après 2 séances de progression dans un marché pénalisé par des indicateurs américains décevants et toujours dominé par la prudence avant la réunion de la Banque centrale européenne. Donc ce sera jeudi, ce sera particulièrement important. Donc aujourd'hui on a un CAC qui perd 1,58%, ce qui est considérable. Gaz, Bruxelles ouvre une enquête contre Gazprom pour abus de position dominante. Budget 2013, Hollande promet la stabilité des dépenses et la réduction des déficits. Le président François Hollande a promis mardi à Rome une stabilité des dépenses et des effectifs de la fonction publique ainsi qu'une réduction des déficits dans le prochain budget 2013. Donc d'où des entreprises françaises qui sont en difficulté, à l'image de d'où donc le meilleur scénario, 720 emplois repris selon la direction. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui. Donc le projet de TGV Lyon-Turin, point fort du sommet franco-italien en décembre. L'Italie et la France se réuniront en sommet bilatéral début décembre à Lyon, sud-est de la France, où ils aborderont le projet de train à grande vitesse Lyon-Turin, annoncé mardi à Rome par le président français François Hollande et Mario Monti. Donc. La grève chez Lufthansa monte en puissance, 3 aéroports touchés. Le mouvement de grève des stewards et hôtesses de Lufthansa a gagné en puissance mardi, s'étendant à l'aéroport de Berlin-Tegel et de Munich, outre Francfort déjà touché la semaine dernière. Donc voilà, des entreprises allemandes également confrontées à des difficultés.
social, mais bien sûr derrière toujours du business, et si l'activité ralentit, qu'on rencontre ce type de problème. LVMH porte plainte pour dénonciation calomnieuse après la plainte d'Hermès. Le groupe LVMH du milliardaire Bernard Arnault a riposté mardi à la plainte d'Hermès sur les conditions de son entrée en 2010 au capital de la maison de luxe, en annonçant à son tour le dépôt d'une plainte pour chantage, dénonciation calomnieuse d'Hermès sur les conditions de son entrée en 2010 au capital. D'accord. Donc Toyota vente en hausse de 45,6% en août aux États-Unis. Les ventes du constructeur japonais Toyota aux États-Unis ont bondi de 45,6% en août à 188,520 000 unités, dépassant les attentes du site spécialisé Edmund.com qui prévoyait 183 000 véhicules. Donc c'est bien Toyota qui confirme donc sa place de numéro 1 mondial, et le Japon qui reste stable, hein, malgré des difficultés, reste un colosse sur l'économie mondiale. Wall Street baisse, déçu par de mauvais indicateurs aux États-Unis. La bourse de New York évoluait en baisse mardi, déçue par des statistiques économiques moins bonnes que prévues aux États-Unis et attentiste avant une réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne jeudi. Donc ça, c'est vraiment ce qui capitalise et ce qui canalise l'attention des investisseurs. Jeudi, il faudra vraiment être devant ses écrans et être prêt à intervenir. General Motors vente en hausse de 10,1% aux États-Unis en août. Le plus grand constructeur automobile américain, General Motors, a annoncé mardi une hausse de ses ventes de 10,1% aux États-Unis en août à 240 000 unités, au-delà des attentes des analystes. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et des bons chiffres pour General Motors. À quelques mois maintenant, quelques semaines même des élections américaines, c'est plutôt bon pour Obama. Donc ça, c'était ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas grand-chose. Voilà, donc ça c'était au niveau des gros titres. Alors si je vais jeter un coup d'œil aux informations américaines, je vais me connecter sur le Mumble, voir s'il y a un peu de monde. On va regarder ce qui se passe, ce qui se dit. Je vais aller vérifier que tout fonctionne également, côté de la diffusion de l'émission. Je pense pas qu'il y aura grand monde qui va la regarder vu que c'est pas du tout les horaires habituels, mais au moins le travail est fait au quotidien, et donc même quand c'est plus délicat, etc. J'essaie d'être là tous les jours, voilà. Donc Factory Data, Cost Stocks, Do Sales Off After ISM Report, Losses Grip On. Voilà, donc il y a eu des mauvais chiffres a priori au niveau de l'ISM. Je vais aller voir ce qui a été publié du côté des chiffres US. Il n'y a pas de nouvelles majeures, mais quand même à 16h on avait l'indice de fabrication ISM américain qui tombe à 49,6, donc légèrement inférieur aux attentes qui étaient à 50, et inférieur au chiffre précédent qui était à 49,8, donc c'est quand même une baisse. C'était à 16h, je vais voir dans quelle mesure ça impactait les marchés actions. Ici j'ai le DAX, mais de toute façon il y a une grosse corrélation, donc c'est plus courant de regarder les marchés américains, on ira jeter un oeil après. 16h, alors heure du serveur, ça fait 16 moins 6, ça fait 8. Non, 8 et 6, 14, donc ça fait 10. Et donc à 16h, on a une belle baisse, assez logique, derrière une correction. Donc c'est pas une nouvelle majeure non plus, hein. C'est pas ce qui a fait bouger fortement les cours. Sinon on a eu plusieurs chiffres de moyenne et faible importance au long de la journée par rapport à l'économie européenne et américaine. On va pas faire cas de tous ces derniers. Donc voilà le contexte dans lequel on est, donc ça bouge peu. Alors au niveau des nouvelles, donc aujourd'hui c'était vraiment l'indice ISM qu'il fallait surveiller, il n'a pas amené de gros mouvements. Il y a eu des nouvelles par rapport à l'économie américaine, britannique je veux dire. C'était des chiffres, l'indice PMI des services qui est tombé à 53%, donc meilleur que les attentes. Donc, par contre peut-être que le câble en a profité. On va aller voir ça. C'était tombé à 16h37. Et donc oui c'est ça, ça a bien fait monter le câble dans un premier temps. Mais ici on a une minute sur la livre sterling face au dollar américain. Mais on voit que derrière ça a corrigé. Donc toujours se méfier des nouvelles qui tombent comme ça, les chiffres qu'on prévoit, qu'on peut voir sur les calendriers, etc. Parce que déjà beaucoup sont déjà pricés ou anticipés par les gros, donc les institutionnels, etc. Ceux qui sont capables de calculer plus ou moins avec exactitude les chiffres, etc. Donc il y a beaucoup de délits d'initiés qui ne sont pas forcément des délits, hein. Ça peut être aussi un travail de recherche qui permet d'avoir les chiffres avant d'autres. Donc du coup c'est souvent qu'on a des faux mouvements, des corrections derrière, des choses qui sont déjà pricées, donc c'est compliqué. Alors à moins qu'on ait vraiment des décrochages et des grosses surprises, en général c'est assez compliqué, ça amène quand même de la volatilité, il faut en profiter. Ça peut être également des vecteurs et des déclencheurs lors de tendances déjà établies, mais c'est rare que ce soit vraiment le fait d'un mouvement significatif, c'est plus souvent le fait de bruit de marché, comme on l'a aujourd'hui.
Donc ça on a vu. ISM Factory Index Contracts for third straight months. Voilà, donc il se contracte pour le 3e mois consécutif. Time to hit the books. As school reopens, MarketWatch team of experts offer some listen to their own, including tips for trading gold. Ok, donc ça c'est propre à leur site. Checking into Charlotte. Donc il y a Obama qui est aux États-Unis, qui continue sa tournée là. Septembre sera plutôt baissier, pense Mark Hulbert de MarketWatch, donc site qui dépend du Wall Street Journal. No matter how you slice it, the stock market odds in September are very poor. Donc pour lui, on va plutôt baisser en septembre. Pas de grosses nouvelles. Voilà, donc c'est vraiment l'ISM qui a fait bouger les cours aujourd'hui pour le moment. Ce qu'on peut conclure de l'étude. Donc pour le moment, moi toujours pas de mouvement, donc pas de raison de rentrer. Je vais écouter ce qui s'était dit au long de la journée, au niveau des différents analystes, etc. Des choses intéressantes qui avaient été publiées. Donc déjà, on va s'écouter une analyse réalisée par Sébastien, qu'on avait reçu ici. Alors très bientôt, hein, le programme va venir. Programme des invités qu'on va recevoir dans l'émission. Là, on regarde l'analyse du jour réalisée par Sébastien pour le site atcac.com. Je vais vous mettre le lien sur le marché financier avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Seb. Voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC faite en clôture du 4 septembre 2012. Eh bien, séance vraiment très compliquée, 1,58% perdu. L'analyse technique a montré vraiment toutes ses limites aujourd'hui. Et ô combien elle n'était pas infaillible, ça je le répète régulièrement. Certes, elle est d'une aide précieuse la plupart du temps, mais alors aujourd'hui, c'était vraiment totalement imprévisible au point de vue de l'analyse technique, puisque hier, nous validions un avalement haussier ici. Le corps de la bougie ici avait avalé à la hausse eh bien, le corps de cette bougie séance du 30 août. Ça avait été validé par une bougie haussière. On explosait la M7 et la M20 à la hausse. On se retrouvait en tendance haussière et on terminait au plus haut du jour. Autrement dit, il y avait toutes les chances que l'on fasse des plus hauts et qu'on arrive à se maintenir en clôture sur ces plus hauts. Et finalement, eh bien aujourd'hui, séance totalement improbable puisque eh bien, nous refaisons tout le chemin inverse. Nous enfonçons la M20, nous enfonçons la M7, on termine au plus bas du jour et nous avons un avalement baissier. Alors ça, c'est franchement imprévisible. C'est assez rare d'ailleurs que ça se passe dans ces conditions, heureusement. Maintenant, encore une fois, je vous invite à mettre des stops puisque si on avait placé des stops judicieusement, on pouvait quand même s'en sortir à moindre frais puisque eh bien, nous passions ici déjà sous la M20, ça c'était une alerte, et après sous la M7. Autrement dit, il y avait différents niveaux de sortie sans risquer quand même d'encaisser toute la séance du jour. Donc j'espère que la plupart d'entre vous avaient mis des stops. Si vous n'en mettez pas, je vous invite à le faire. On a la démonstration flagrante aujourd'hui que ça fait aussi partie du trading. J'aurai l'occasion d'ailleurs de faire un webinaire prochainement là-dessus. Alors évidemment, pour ma part, j'ai coupé en perte, bien sûr, ce trade, puisque vous le savez, je suis rentré aussi en fin de journée. Donc quand j'ai vu la cata, là, je suis sorti. Je n'ai pas attendu évidemment de me manger la M20, la M7, etc. Bref, aujourd'hui, donc séance très très négative. Et les indicateurs techniques eh bien, ne sont pas bien orientés. Alors le stochastique certes reste au-dessus de son signal, donc ça c'est pas trop mauvais encore. Par contre finalement si on faisait simple, regardez, eh bien, le MACD avait croisé son signal ici, la séance du 23 août. Le stochastique sortait de la survente et le momentum était négatif, autrement dit à la rigueur. Je m'en veux un petit peu puisqu'on aurait pu tout simplement conserver à la baisse pendant toute cette période. Mais bon, on ne va pas refaire le monde, on apprend aussi de ses erreurs. On est relativement mal orienté pour faire simple, à la fois graphiquement. Le MACD également est mal orienté, donc sous son signal en territoire positif, et le momentum est négatif. Finalement, ce qui est ouvert seulement, c'est le stochastique, et encore quand je dis ouvert, on est toujours qu'à 33, on n'est absolument pas en surachat, et on est sous la zone des 50 de neutralité.
Voilà, donc bon, c'est compliqué. Alors pour ma part, je préfère du coup repasser baissier, puisque bah, vous le voyez, on est en tendance baissière maintenant. On passe de haussier à baissier directement, puisqu'on est sous une moyenne mobile à 20 séances baissières. Alors pour ceux qui veulent acheter le CAC, eh bien, vous pouvez le faire actuellement, hein, si vous estimez que on va repartir. Sinon, vous pouvez soigner votre point d'entrée sur la Bollinger inférieure à 3382, sur le retracement Fibonacci suivant à 3348 points. Et sinon, eh bien, j'ai tracé une nouvelle fourchette d'Andrews suite à la discussion avec plusieurs d'entre vous par rapport à la fourchette d'Andrews que j'ai tracée hier. Effectivement, celle-ci me paraît plus adaptée par rapport au contexte que l'on connaît actuellement et aux indicateurs techniques. Bon, celle que j'ai tracée hier n'était pas fausse. Vous pouvez la conserver, on verra hein, en fait la validité d'une fourchette d'Andrews. Donc ce qui est important, ce sont les points pivots. Et également, on verra la réaction qu'ont les cours par rapport au support et aux résistances. Hein. Donc là, l'objectif légitime, c'est d'aller chercher maintenant la médiane, donc les 3300 points quand même. Hein. Pour ceux qui veulent shorter l'indice parisien, eh bien, vous pouvez shorter dès maintenant, parce qu'on a un avalement baissier. Je rappelle hein, que normalement, il faut qu'il soit validé par une bougie baissière. Sinon, vous pouvez shorter au contact de la M7, 3421 si on y retourne, 3445 pour la M20, et puis sinon, eh bien, vous attendez les derniers plus hauts, les 3523 points. Bon, heureusement, on est sauvé quand même par les analyses techniques réservées aux abonnés, notamment Karmat, hein, qui continue sa progression avec aujourd'hui une nouvelle hausse de plus de 2%. Voilà, bon, je vous souhaite de bonnes soirées, j'espère que ça ira mieux demain, et puis de bons trades surtout, et je vous retrouve donc demain pour une nouvelle analyse technique. Bonsoir. CMC Markets. Ok, c'était le point donc de Sébastien, c'était intéressant, donc un point de vue plutôt baissier pour la suite, et donc il a admis des erreurs, ça arrive bien sûr. Alors moi, peut-être que ce que je vais faire pour quand même faire quelque chose, parce que du coup ça me fait une journée chômée si je fais rien, c'est prendre une position swing, bon ce sera un petit swing, hein, que je laisserai courir par exemple jusqu'à demain début de l'émission, et là après je pourrais me laisser tenter par un short sur l'eurodoll, ou un short sur le DAX, mais a priori je serais plus tenté par l'eurodoll, parce que la configuration me semble très intéressante. Hein, si on termine comme ça, on aurait une englobante baissière, en tout cas qui engloberait le corps de la bougie d'hier, sur une zone de résistance, on a échoué précisément, donc je pense qu'on peut avoir une poursuite de la baisse, un risque, après il n'y a rien qui est sûr, mais je pense que ça peut être un risque sympa à prendre, qui peut être intéressant. Donc au niveau du stop, je sais pas exactement, mais on pourrait par exemple, si je prends les positions au cours actuel, stopper au-dessus des précédents plus hauts qui sont marqués au niveau d'une zone de résistance horizontale à 1.2637. Donc au-dessus de cette zone, ça pourrait être intéressant de stopper, et autrement de pareil sur une poursuite de la baisse, et on peut avoir un mouvement qui continue demain. Voilà. Donc on va continuer à prendre et à chercher l'information. Moi aussi je vais me construire, parce que c'est ça ma manière de voir les choses, hein. C'est écouter ce que les autres ont à dire, leur vision des choses, faire moi-même mon analyse, et après là faire une synthèse, toujours en prenant ma responsabilité, etc., et de prendre une décision. Et là ce qui me semble intéressant, c'est un short donc pour quelques heures sur l'eurodoll. A priori ça pourrait être sympa, bien sûr par corrélation, parce que là ce qu'on a écouté c'était une analyse du CAC 40. Alors on va faire une petite pardon, on va faire une petite escale vers les robots de trading, notamment un robot qui est particulièrement intéressant, c'est EuroGBP King Nuit, qui a eu de mauvais résultats la nuit dernière. Donc on est à 138% de profit depuis l'ouverture du compte, et on voit que la nuit a été mauvaise avec moins de 94%. Donc rien d'alarmant, et actuellement on a une position ouverte, c'est une position acheteuse sur le câble, sur Euro Livre Sterling, c'est toujours le seul paire qui est tradé, donc 18h le robot commence à trader, donc là on a dû avoir une zone de survente. Le robot a acheté directement, donc c'est basé sur des graphiques en 5 minutes, et on a un objectif donc à 5 pips, et un profit actuellement qui s'élève à 4,20$. Voilà, pas grand chose. Non, pardon, on a 0,80 pips de profit, mais c'est bizarre. Non, on a 1 pip 10 de profit. Donc on va voir si on atteint le take profit. Donc hier, si on regarde dans l'historique, on a eu un trade perdant. Donc voilà, une perte avec ce robot représente 2,94%.
quand on atteint les 19 pips de stop loss, ce qui est élevé mais acceptable je trouve, en tout cas dans le cadre de mon plan de trading. J'ai pas encore installé sur mon compte réel mais ça va être fait, donc voilà. Alors on notera que précédemment on était sur une bonne série de, alors on va compter ça entièrement, de 1, pardon c'est un peu long, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 trades gagnants. Donc on fait 20 x 5, ça nous fait 100 pips de profit. Et donc derrière on perd 19 pips, donc ce qui est tout à fait acceptable. Maintenant il faut de toute façon des grosses bonnes séries avec ce type d'approche dans lesquelles les stop loss sont plus petits que sont plus gros que les take profit. Donc on va voir comment ça va évoluer. Pour le moment c'est toujours très intéressant. C'est un robot qui mérite d'être testé en réel et c'est pour ça que je vais m'y pencher. Sur ce, on va continuer à chercher l'information. N'hésitez pas à réagir sur le chat écrit, hein. J'ai quand même ouvert le chat écrit si vous avez des réactions, etc. Même si là il est tard et que c'est pas habituel de s'exprimer et de partager à cette heure-là. Donc toujours la BCE hein, qui prédomine dans l'attention. Donc je vous rappelle que ce sera jeudi. On sera très vigilant à ça. Le point de New York Financial Press, c'est justement sur ses attentes par rapport à l'intervention de la BCE jeudi. Prudence sur le marché des changes ce mardi. Les cambistes n'ont pas le goût du risque avant plusieurs échéances importantes cette semaine, tant aux États-Unis qu'en zone euro. D'abord côté américain. Les investisseurs attendent les chiffres officiels de l'emploi et du chômage jeudi et vendredi, des chiffres qui pourraient encourager la Fed à agir pour soutenir l'économie s'il s'avère décevant. Les analystes tablent sur 120 000 créations de postes et sur un taux de chômage stable à 8,3%. Côté européen, maintenant la BCE retire l'attention. Les membres de la Banque centrale se réunissent jeudi et les investisseurs espèrent l'annonce de mesures de soutien pour aider les pays en difficulté dans la zone euro. Enfin, mauvaise nouvelle pour l'Union européenne, Moody's lance un avertissement. L'agence de notation a abaissé sa perspective sur la note de crédit de l'Union, jusqu'ici maintenue à AAA. Résultat, du côté de la parité euro-dollar, la valeur refuge dollar est favorisée. On est à 1,2573 $ pour 1 euro dans les premiers échanges à Wall Street. Le billet vert l'emporte également sur la devise Nippon. On est à 78 yens 38 pour 1 dollar. Enfin, du côté de la parité euro-yen, la monnaie européenne reste ferme. On est à 98 yens 56 pour 1 euro dans les premières transactions à la bourse de New York. Voilà donc le point réalisé par New York Financial Press. Prochaine cible pour le câble, on écoute ce point réalisé par MBCFX. Si ça rame au niveau de l'image et de l'émission, n'hésitez pas à l'indiquer sur le chat écrit s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à MBCFX. Voici les analyses pour ce mardi 4 septembre pour le pound US dollar, mais également pour le dollar américain et le peso mexicain. En ce qui concerne le pound US dollar, les prix du pound ont réussi à franchir le niveau de résistance après la formation de la bougie Doji, puis ont formé la bougie Hanging Man qui reflète l'évolution de la tendance des prix à partir d'une tendance baissière vers une tendance haussière. Ainsi, les prix continuent leur hausse cette semaine et la première cible prévue est prévue à 1,5904 qui représente un niveau de correction, puis ils reprendront leur mouvement haussier vers le niveau 1,5974. En ce qui concerne le dollar américain et le peso mexicain maintenant, le dollar américain se trouve dans une étape de correction au sein d'un drapeau à la hausse sur le graphique journalier et nous avons aussi remarqué sur le graphique hebdomadaire que les prix ont repris leur tendance baissière après avoir effectué les corrections et la prochaine cible serait prévue vers le niveau 12,9248. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et pour de plus amples détails concernant l'euro-dollar, le dollar américain,
mais également les autres paires de devises et les matières premières, n'hésitez pas à vous enregistrer sur notre site web www.mbcfx.com, mais également de nous suivre sur Facebook et Twitter afin de recevoir les analyses techniques et fondamentales du marché. Au revoir. Voilà, donc c'était le point réalisé par MBCFX. Donc, ça on avait vu. Ok. Il y avait Olivier de la Marche qui s'exprimait sur BFM, on va écouter ce qu'il avait à nous dire. Intégral placement, met les points sur les i. Et c'est donc Olivier de la Marche qui vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier. Bonjour. Associé gérant chez Platinum Gestion, et on parle ensemble de nos banquiers centraux. Et je dis nos parce qu'ils étaient séparés. D'habitude, ils se retrouvent tous en fin d'été à Jackson Hole. Aujourd'hui, actualité oblige, probablement Mario Draghi a préféré rester sur le vieux continent. Commençons donc par Ben Bernanke. Comment avez-vous, entre guillemets, jugé ou analysé, décortiqué sa prestation à Jackson Hole? Rien, comme d'habitude. C'est-à-dire que on attend du Dieu Bernanke qu'il prêche la bonne parole, qu'il nous indique ce qu'il va faire pour sauver le monde. Et en fait, on est toujours déçus. Et on est toujours déçus. Il n'a encore une fois rien indiqué. Est-ce que alors cette ça année... n'a pas chagriné beaucoup le marché, mais il a encore une fois rien indiqué. Puis il a encore une fois, moi il m'a fait beaucoup rire, mais il a encore une fois expliqué que il était prêt à tout, même à faire du quantitative easing, en l'appelant quantitative easing, ce qui n'était pas rien pour les marchés qui attendaient ça depuis des lustres et des lustres. Et que ce quantitative easing allait lui permettre de réduire le chômage. Alors ça, moi, c'est un truc, il va falloir qu'un jour j'ai une discussion avec Monsieur Bernanke pour qu'il m'explique par quel biais, en achetant des obligues, on peut réduire le chômage. Bon, ça fait 3 ans qu'il échoue lamentablement après des quantitative easing qui sont quand même sérieux. C'était pas rien, les 2 premiers quantitative easing en termes de montant. On voit qu'il a totalement échoué là-dessus à réduire le chômage, ce qui est une évidence. Enfin, je veux dire, je vois pas très bien essayer d'expliquer quelle serait la courroie de transmission qui ferait que quand vous achetez une obligue, vous diminuez le chômage, à part peut-être en employant le trader qui va appuyer sur le bouton pour acheter l'obligue en question, mais ça fait qu'une personne. Ça suffit pas. Donc, tout ça, c'est l'espèce de psychodrame totalement grotesque qu'on vit depuis maintenant un bon moment. Est-ce que Ben Bernanke avait la possibilité de dire ou de faire autre chose Non, mais dans un contexte électoral américain? Non, mais c'est pour ça que les marchés sont ridicules d'attendre quoi que ce soit. Je veux dire, on sait que maintenant, il a fait ce qu'il a fait et qui n'était pas qui a une multiplication d'erreurs depuis un bon bout de temps, dont il va falloir maintenant payer la note. Bon, alors le marché essaie de se réjouir de petits moments qu'on lui laisse. C'est 1 minute de plus, monsieur le bourreau, quoi. Donc, s'il ne s'y rien dit, finalement, Mario Draghi a bien fait de ne pas aller à Jackson Hole cette année et de rester s'occuper de la zone euro? De toute façon, ça changeait absolument rien. Monsieur Draghi voulait passer le week-end en famille, je suppose. Voilà, il a passé le week-end en famille. Olivier, il a bossé. Oui, vous l'accusez un peu gratuitement. J'espère qu'il a bossé. Bon, il nous a laissé, en tout cas, week-end en famille ou pas, il nous a quand même donné quelques pistes désormais. Et il nous a appris que 3 ans, ça restait dans ses cordes. Ah ben, je trouve ça amusant. Je trouve ça amusant. Monsieur Draghi décide que en dessous de 3 ans, c'est plus de la monétisation. Au-dessus de 3 ans, c'est de la monétisation. Je sais pas, il a trouvé ça dans un bouquin, C'est ce qu'acceptent les Allemands, peut-être, non? Je sais pas. De toute façon, arrêtez d'attendre ça comme si c'était
le Graal, c'est toujours la même chose. Monsieur Draghi est un disciple de Monsieur Bernanke, donc vous attendez des choses, mais dont il faudra payer la note. Donc on n'a absolument pas à se réjouir que l'Espagne appelle à l'aide. Parce que l'Espagne qui appelle à l'aide, ça veut dire pour nous tous un endettement supplémentaire. Ça veut dire pour nous tous des dettes insoutenables et une réduction de la croissance. Donc il n'y a pas à se réjouir de ça. Alors vous allez gagner en effet 3 jours parce que vous avez des marchés qui comprennent rien ou qui font semblant de ne pas comprendre en face, mais finalement, au final, vous paierez la note. Et la note, elle est de plus en plus salée, on le voit tous les jours. Alors vous avez les banques espagnoles, Bankia, vous avez les banques françaises, le crédit immobilier. Alors on nous annonce, comme d'habitude, j'ai entendu Monsieur Hérault nous dire qu'on allait même gagner de l'argent là-dessus, que ça n'était que des garanties. Comme Dexia, c'était que des garanties au départ. Et puis on voit ce que ça nous a coûté. Bon, il n'empêche qu'ils se bougent, nos dirigeants, Olivier. Oui, ils se bougent bien. Ils se bougent beaucoup. Oui, ils se bougent. C'est même la danse de Saint-Guy, mais ça sert pas à grand-chose. Ah bah si, ça sert à faire monter les marchés, mine de rien, sans dépenser un rond. Mais quel intérêt? Sans dépenser un rond. Mais quel intérêt? La communication. Vous tomberez plus haut? C'est ça l'intérêt? C'est votre prédiction. C'est-à-dire que vous allez en coincer plus dans le marché, c'est ça l'intérêt? On n'est pas condamné à suivre votre scénario, Olivier. Mais bah oui, mais malheureusement, c'est mon scénario qui prime pour l'instant. Heureusement je suis absolument désolé. Mais heureusement que nos dirigeants ne le suivent pas, votre scénario. Eh ben, s'il prévoyait... Enfin, il aurait été bien qu'ils le suivent. Ah bon, prévoir la fin du monde, ça permet de mieux gérer la vie. Prévoir la fin du monde. On a donné des pistes depuis le début. On a dit ce qu'il fallait faire. Ils ne se sont pas dirigés là-dessus. Ils ont fait très exactement le contraire. Je vous dis simplement qu'on va le payer, c'est tout. Arrêtez de croire au Père Noël en permanence. Ça vous réjouit que les marchés montent. Pourquoi? Vous en avez? Non? Oh non, j'en ai pas. Bon, bah voilà, alors donc, cessez de vous réjouir pour un truc mais je me réjouis qui pas, en Olivier. plus, ne vous concerne pas. Je veux dire, je trouve ça Olivier, un peu effarant. Vous êtes marrant, vous parlez du marché action alors que vous êtes quasiment pas investi dessus non plus. Donc, je vois pas très bien. Mais on est à égalité là-dessus. Pour l'instant. Oui, bon. En tout cas, je suis désolé, il vaut quoi le marché action? Il vaut la gérant, moitié de 2007. Alors on peut toujours se réjouir qu'il ait remonté de 10%. Mais enfin, il vaut quand même encore la moitié de 2007, on est bien d'accord. Bon, alors... Est-ce qu'en tant que gérant, il y a moyen de profiter de la hausse de l'été? Vous avez laissé passer 15% de hausse. Oui, c'est dommage. Je laisse passer 15% vos clients sont peut-être un peu peinés. Je laisse passer 15% de hausse avec raison, parce que cette hausse ne veut rien dire. Elle est basée non sur du fondamental, mais simplement sur des paroles ridicules de Draghi. C'est tout. Eh bien, or, la note, vous la paierez. Et à ce moment-là, on vous enverra pas de lettre recommandée pour vous dire ça va baisser demain. D'accord? Et tout cela, tous ceux qui soi-disant ont profité de la hausse de cet été se retrouveront comme des idiots en disant ah bah oui, bah ça a baissé mais on ne le savait pas. Ah ben oui, mais tant pis. Mais ils peuvent sortir du marché. Mais oui, quand ils veulent. Toujours. Vous savez, il y en a Ce qu'il faut, c'est rentrer au bon moment. Vous n'êtes même pas rentré. Qui rentrent au plus bas, qui sortent au plus haut. Malheureusement, on les retrouve 25 ans plus tard, alors qu'ils devraient être sur une île déserte depuis longtemps à se croiser les doigts de pied au soleil. Voilà, donc c'est toujours amusant, mais non, quand vous avez une telle crise et quand vous avez une incapacité chronique à la résoudre, et quand vous avez des marchés qui font n'importe quoi et qui sont surévalués, vous ne pouvez pas rentrer dedans, quoi qu'il arrive. Bon. La prédiction d'Olivier de Lamarche. Merci beaucoup Olivier, associé gérant chez Platinium, le CAC moins 0,49%. À suivre le journal. Eh bah dis donc, ça avait bardé hein, du côté des plateaux de BFM, c'était intéressant. Moi ça bug pas pour moi, disait Thibaut. Merci Thibaut. Donc c'est intéressant hein, le point de vue d'Olivier de Lamarche. Donc bon après ça reste la même ligne. Hein. Directrice, toujours intéressant à écouter tout de même. Il y avait le point de vue de IG Market, ça va m'intéresser particulièrement. Exerfi sur l'automobile, oui. Les enfants nomades. Ouvrant hausse, pas intéressant pour moi. Une analyse du CAC par Signal Forex. On va s'écouter ça. On a vu le point de vue baissier tout à l'heure de Sébastien.
D'ici TTK, là on va écouter Signal Forex. Je vais vous laisser le lien vers leur site également. Bonjour à tous, ici Iceberg, analyste pour le site Signal Forex, et je suis de retour de vacances, prêt à reprendre le travail et à vous faire mes analyses sur le CAC 40. Et donc nous sommes le 4 septembre 2012 et je vais commencer par un petit point fondamental. Déjà, l'agence Moody's qui a baissé la perspective de la note de l'Union européenne, qui est passée de stable à négative. On se restera attentif donc aux notes de l'Allemagne, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, qui, si ces notes viennent à baisser, la note de l'Union européenne viendra à baisser elle aussi, car ces 4 pays sont les plus gros contributeurs au budget européen, qui représentent environ 45%. Des perspectives négatives sont déjà présentes sur l'Allemagne, le Pays-Bas et le Luxembourg à cause de la montée de l'incertitude liée à la crise. On a aussi des problèmes au niveau de la banque Bankia qui a perdu 4 milliards d'euros au premier semestre. Et donc il y aura un renflouement qui pourrait aller jusqu'à 5 milliards d'euros d'ici le 14 septembre pour compenser donc les pertes en fonds propres de cette banque espagnole, la banque Bankia. Voilà, maintenant on va aller voir nos graphiques. Donc je suis sur un graphique ici en weekly donc du CAC 40. Là, je voudrais attirer votre attention uniquement sur les lignes bleues. Ici, donc, qu'est-ce que je fais sur un graphique en weekly? Je repère les niveaux les plus importants en weekly. On a donc un niveau vers les 3380 en marche par zone, donc c'est vers les 3380. Testé plusieurs fois comme support résistance ici, on a ici aussi, et là regardez, on est venu casser et les cours sont revenus sur ce niveau avec une bougie haussière pour le moment qui montre un rebond. Alors on est au début de semaine, donc on peut pas vraiment se fier à cette bougie. On a un support potentiellement important, un support important pardon, à 3000 et 2950. Voilà, et on a une résistance vers les 3600, 3590. On va donc pouvoir chercher des points d'achat entre les 3380 et les 3600 et des points de short sous les 3380 vers les 3000 et 2950. Je vais me reporter sur un graphique en journalier, donc une bougie représente une journée de cotation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des fortes hausses pour atteindre les 3520 environ. Et là, on a une phase de baisse. Donc, on pourrait croire qu'on rentre dans une tendance baissière avec la cassure du plus bas ici. Alors, cependant, on ne pouvait pas shorter parce qu'on avait le niveau des 3380 très important ici. Donc, ça aurait été assez suicidaire de shorter la cassure ici, hein. Et comme vous le voyez, pour le moment, ça fait 2 journées qu'on rebondit sur ce niveau. Et donc, on est au-dessus des 3380, on pourra essayer de chercher des points d'entrée à l'achat. Donc, moi, ce que je préconise, c'est d'entrer à l'achat lorsque, en daily, on va clôturer au-dessus des 3465 avec l'écartement des bandes de Bollinger qui va montrer donc une accélération, et on aura comme objectif les 3580 pour commencer, puis les 3740. On fera attention au niveau des 3500 3520 ici. Donc il y a toujours, en fait, quand on trade les retracements comme ça, il y a toujours le niveau du dernier plus haut qui est un niveau d'incertitude, hein. Là faut faire avec. Donc ça c'est pour le scénario haussier. Maintenant, si jamais vous voulez trader la baisse, eh bien je vous conseille de
vendre une clôture en daily sous les 3365 pour essayer d'atteindre toujours avec un écartement des bandes de Bollinger. Là elles sont plates, donc ce serait assez bien s'il y a un mouvement, les bandes s'écartent et donc ça pourrait montrer qu'on a une bonne accélération. Donc les objectifs seraient déjà à 3285. Je vous le note ici. Donc on a objectif 3300, 3285. C'est une zone. Puis on pourra aller chercher possiblement donc les je dirais les 3200, 3210. Voilà, on commence déjà par ces objectifs-là. Mais pour le moment, je reste plutôt haussier. De toute façon, on verra bien. Je posterai donc régulièrement les messages sur le forum de Signal Forex pour suivre donc l'évolution du CAC 40. Donc voilà, c'était mon analyse du CAC 40 pour cette semaine. Je l'ai faite avec plaisir et je vous invite à venir participer au forum et à vous inscrire sur le Mumble pour venir discuter avec nous. Voilà, et je vous souhaite une très bonne semaine. Voilà donc le point ici qui était réalisé par Signal Forex. Alors, peu de mouvement, hein, toujours sur les marchés. En une minute, là, on voit ça bouge presque plus sur l'eurodoll. Toujours à la recherche d'informations. Donc, ça, on avait vu. Après, c'était le point de vue de Trado. Après, le reste, on avait vu en partie. Alors, on peut regarder également le point de vue de Nicolas Chéron. Donc, on va voir sa réaction par rapport à la journée d'hier qui était plutôt haussière et donc l'accélération baissière qu'on avait eu aujourd'hui. Donc on écoute Nicolas Chéron, qui était ce matin au micro de BFM. Tant que ça charge. Bonjour à tous et bienvenue pour le Morning Meeting Daily FX de 11h. Est-ce que le son et l'image sont bons pour tout le monde? Ok, c'est parfait. Alors je vais attaquer directement ce Morning Meeting. Donc bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue aux habitués. Nous sommes mardi 4 septembre, c'est le début du mois. Comme je vous le disais hier, en début de mois, on a souvent des directions qui sont prises pour les semaines à venir. D'autant plus qu'en ce début de mois, on va avoir donc une réunion importante sur les taux et les manœuvres à venir de la BCE jeudi avec Draghi. Vendredi, nous aurons le NFP, donc le chômage mensuel qui devrait nous donner un avant-goût des spéculations ou non à venir sur un éventuel QE3, puisque si les chiffres de vendredi sont bons, les spéculations sur le QE3 s'envoleront et inversement. Et puis ensuite, semaine prochaine, on aura des nouvelles de la Fed. Mais voilà, cette semaine, c'est une semaine d'importance. Elle a commencé dans le calme lundi avec les Américains fermés. Ils reviennent cet après-midi. Cet après-midi, en plus, on a une statistique. Donc on a l'ISM aux États-Unis. Donc ce sera d'une grande importance. Ça devrait réveiller les marchés, entraîner une reprise de la volatilité. Avertissement, vous devez être conscient des risques associés aux produits CFD au marché d'échange. Les informations qu'on voit ici, ce sont des opinions, des analyses, des points de vente, etc. Ce ne sont en aucun cas des conseils d'investissement. Celui qui clique sur la souris, c'est celui qui est derrière l'ordinateur. C'est donc vous et pas moi. Alors, on va très rapidement passer au graphique. Je vous laisse juste revenir sur un petit détail. Donc que vous compreniez bien comment l'équipe DailyFX fonctionne.
tous les matins, donc vous avez de très nombreuses mises à jour sur le forum, sur la plupart des actifs, que ce soit les indices, les matières premières, les paires du Forex. On y reprend les stratégies de chacun, les points d'entrée possibles pour les acheteurs comme pour les vendeurs. Il n'y a pas de biais particulier, hein. Vous choisissez, vous, si vous voulez être un acheteur ou un vendeur, et puis ensuite vous opérez sur les seuils clés. Sur le site DailyFX, vous avez généralement un point d'Adrien. Hier, c'était sur les indices. D'autres fois, c'est un tour d'horizon des actifs risqués. Moi, je me concentre principalement sur la paire euro-dollar, et puis je compte faire un point sur l'or et l'argent auquel je m'intéresse un peu plus ces derniers temps. Nadia est de retour, donc elle a fait des points sur le forum sur le pétrole, la livre et donc c'est pétrole, livre et puis l'agenda de la semaine, oui, effectivement. Donc pétrole, livre et SP500. Et puis sur le site hier, elle vous a fait l'agenda de la semaine. Concernant l'agenda de la semaine, donc ça c'est très important. Tout trader qui se dit trader et qui veut trader, qu'il soit professionnel ou particulier, doit étudier l'agenda de la semaine. Je vous envoie le lien donc vers cette analyse qui reprend toutes les statistiques, leur importance, l'incidence qu'elles pourraient avoir sur les marchés, comment les interpréter. Donc voilà, tous les lundis, Nadia vous poste l'agenda de la semaine. C'est la rentrée, donc c'est reparti pour cette publication d'importance. Et puis le matin, donc vous retrouvez le CAC d'Adrienne en live ou enregistré, puis le mien. Vous retrouvez le champ de bataille sur l'euro-dollar que j'ai rédigé hier avec les différents niveaux à suivre et les différents pivots. Vous voyez que pour ma part, je choisis d'être vendeur ou acheteur sur des seuils clés, mais que je vous laisse le choix et que je reste très factuel dans ces analyses-là. Parfois je vais choisir le bon sens, d'autres fois non. Après c'est à vous d'avoir un biais, non pas à moi. Ce que j'essaie de vous apprendre dans ce morning meeting, c'est comment définir, créer ce biais, comment avoir un avis en particulier sur les marchés. Me concernant, vous me connaissez, je suis plutôt vendeur sur les marchés actuellement. Je ne suis pas un pessimiste dans l'âme, et je ne sais pas que j'aime vendre les marchés en particulier. Je trouve juste que les indices sont dans un processus de topping, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Je reste dans l'expectative quant au rebond des matières premières orge et argent qui arrivent désormais sur des résistances de moyen terme. Et si seulement ces résistances de moyen terme cèdent, alors c'est qu'effectivement on est dans un mouvement de reprise qui pourrait aller encore beaucoup plus haut. Quant au Forex, je considère que le NZD a fait un point haut hebdomadaire à 82, que l'AUD a fait un point haut hebdomadaire à 1,06 et je cherche actuellement celui de l'euro qui reste soutenu par les spéculations sur la réunion des taux de jeudi et puis potentiellement des avancées ou non sur les plans de la BCE concernant la zone euro qui reste en crise, je vous le rappelle. En ce lundi, donc je m'étais peut-être un peu précipité sur des ventes. J'avais vendu de l'euro, du CAC et de l'or. Alors je vous rappelle que moi je fais pas particulièrement de trading en intraday. J'en fais de temps à autre. On peut faire des sessions de scalping. Il y a des périodes où je ne sais pas du tout où vont les marchés. Je n'ai pas d'avis, donc je fais du trading pour aller grappiller 30-40 points par-ci par-là sur tel ou tel actif. Ces derniers temps, je suis plutôt dans des stratégies swing, c'est-à-dire des stratégies sur plusieurs séances. Comme je l'ai rappelé, donc sur l'euro, l'or et le CAC sur lesquels je me suis fait stopper hier, je suis prêt à sacrifier 2 à 3 stops courts. Donc qu'est-ce que j'appelle des stops courts? Un stop court sur l'euro, c'est un stop de 20-30 points. Un stop court sur l'or dans une stratégie de moyen terme, c'est 10 $. Un stop court sur le 440, c'est 15 à 20 points. Donc moi il y a deux façons, si vous voulez, de faire des stratégies swing. Il y a une façon prudente d'attendre des signaux de retournement. Il y a une façon agressive et spéculative de rentrer sous les résistances en espérant des retournements. Au moins ça procure des bons points d'entrée, un bon timing. Donc déjà dans ces deux façons-là, moi je ne suis pas quelqu'un qui va shorter l'euro-doll par exemple avec un stop à 120 points. Par exemple, je pourrais shorter l'euro maintenant avec un stop au-dessus de la résistance d'1,27. Comme ça, je suis tranquille jusqu'à l'invalidation potentielle de mon scénario. Ce n'est pas mon genre. Moi, je préfère aller shorter un 26,20, un 26,50, un 26,80, 3 fois, 3 stops à 30 points. Ça me coûte moins cher en termes de stop, puis ça me permet de pouvoir rentrer, sortir, mettre les stops à zéro, d'être plus dynamique dans ma façon de faire.
Pour conclure sur cette partie-là, je préfère perdre 2 à 3 stops sur l'euro, donc entre 60 et 80 points, 2 à 3 stops sur le CAC, donc entre 40 et 60 points, 1 ou 2 stops sur l'or, donc au maximum 20 $, pour potentiellement en gagner 4, 5, 6, 7 fois plus, puisque sur l'euro, à terme, je vise un retour, comme je vous l'ai dit hier, à 1,2250. Sur l'or, je vise un retour potentiel vers les 1640, voire les 1600, et sous les 1600, on a 1550. Et sur le 440, je vise un éventuel retour vers 3280, voire à terme en direction des 3100. Ça veut dire que je suis prêt à perdre 60 points sur le 440 pour potentiellement en gagner 350. Ça veut dire que je vise un gain 6 fois supérieur à ma perte maximum. Sur l'or, je suis prêt à perdre 20 $, sachant que j'en vise, on va dire, 90 pour le premier objectif. Ça fait un ratio risque-gain de 1 pour 4,5. Quant à l'euro-dollar, je suis prêt à perdre jusqu'à 100 points, on va dire, dans la montée jusqu'à 1,27, 1,2750 maximum. Pour viser un gain potentiel, donc un retour à 1,22, soit 500 pips de gain par la suite, donc 5 fois plus que ma perte maximum. Donc ceux pour qui mon style ne convient pas, ne faites pas ce que je fais, hein. Si vous êtes plutôt des traders prudents et que vous attendez des cassures, ou bien que vous êtes des traders en swing avec des stops larges, donc des stops à 80, 100, 120 points, ne me suivez pas. Moi, je suis en quelque sorte un trader swing, mais qui utilise des entrées et un timing en intraday. Donc après, chacun son style. Concernant ces prises de position, je les donne sur Twitter et je les récapitule sur recommandation d'analystes. Si vous ne voulez pas les suivre parce que c'est pas votre style, je comprendrai. Si vous voulez me faire un retour à ce sujet pour le critiquer ou proposer, faites donc, je suis complètement ouvert. Dans le morning meeting, on va s'en tenir à être particulièrement factuel, et puis ensuite c'est à vous de voir. Le dollar index. Donc le dollar index, si vous voulez, le principe c'est qu'il y a des spéculations sur le QE3, donc ça fait plusieurs semaines qu'il baisse. Or, faut pas oublier quand même, je vous le rappelle, que le dollar index est dans une dynamique de moyen terme qui est haussière depuis un an. À chaque fois que le dollar index est revenu chercher des zones basses, que ce soit des moyennes mobiles ou son oblique ici haussière à moyen terme, eh bien il est reparti de plus belle. Donc on a l'oblique ici en orange qui passe vers 9900 qui est le soutien majeur, et puis on a les moyennes mobiles à 195 périodes et 240 périodes qui sont les supports dynamiques. Donc mon point de vue, c'est que tant que le dollar index reste au-dessus des 9900 points, voire à court terme de ces moyennes mobiles-là, qu'il peut repartir à tout moment à la hausse, sur fond soit de très mauvaises nouvelles qui augmenteraient l'aversion pour le risque et qui feraient monter le dollar mécaniquement, soit au contraire sur des bonnes statistiques américaines qui feraient s'évaporer les spéculations sur un QE3. C'est pour ça, je pense que soit le dollar va sortir cette semaine par le haut de son canal baissier, soit que parce que Draghi arrivera par un coup de baguette magique à rassurer les marchés, on retournera vers le support des 9900 et le support de moyen terme, pour mieux par la suite sortir de ce canal baissier. C'est pour ça que je suis vendeur d'actifs risqués tels que l'or, le CAC ou encore l'euro-dollar, que vous compreniez un petit peu ma réflexion. Quant à ceux qui sont plus court-termistes, qui constatent que pour l'instant le dollar ne passe pas, qu'il est baissier dans un canal baissier non loin de sa borne haute, s'ils veulent vendre du dollar, ce qui revient à acheter des actifs risqués, eh bien faites donc. L'euro-dollar en données mensuelles, on a un petit bug sur la bougie ici, il sera corrigé normalement ce soir. On constate quoi? Bien qu'il est dans une dynamique baissière et qu'il s'est stabilisé ces 4 derniers mois avec une résistance majeure à 26,40. On est à 26,10. On est donc non loin d'une résistance majeure en données mensuelles. Certes, si les 26,60, 27 cassent, on peut aller vers les 1,30. Mais en attendant, pour l'instant, étant donné que la dynamique est baissière et qu'on est sous résistance, le biais baissier est plus fort que le biais acheteur de court terme. C'est ce qui fonde mes réflexions sur l'euro-dollar et qui me fait shorter la paire ces dernières séances.
Parallèlement à cela, encore plus propre en données hebdomadaires, on constate un canal baissier ici en orange, dont on approche de la borne haute qui se trouve pile poil en fait sur les 1,2620, 26,30, et juste au-dessus de cette borne haute, on a la fameuse résistance des 26,60, 26,80 qui correspond au plus bas de août 2010, au plus bas de janvier 2012 et au plus haut de juin 2012. Donc vous voyez que la zone actuelle à laquelle on fait face, c'est pas une petite zone de résistance, c'est une zone majeure, parce que si on venait à sortir de ce canal baissier en orange ici sur mon graphique, c'est peut-être qu'il y a un retournement de tendance tout simplement. L'euro-dollar en données journalières, il est dans un biseau. Donc un biseau, c'est une figure. Donc là, c'est un biseau haussier. Donc un biseau haussier, c'est une figure qui va à l'inverse de la dynamique de fond. Donc la dynamique de fond, vous voyez bien qu'elle est baissière. Et un biseau baissier, on en sort théoriquement à 90% par le bas. Voilà. Donc c'est pour ça que la borne haute ici est bien défendue, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a approché la borne haute, je suis passé vendeur. Et en plus de la borne haute qui se situe vers 26,60, 26,80, qui correspond à la zone de moyen terme de résistance dont je viens de vous parler et qui est peut-être ralliable jeudi, peut-être, je note la résistance des 26,20, 26,20 qui correspondent au plus bas de janvier dernier et qui fait donc résistance. Donc j'ai 26,20 et au-dessus 26,60, 26,80. C'est pour ça que je continue de vendre les 26,20 avec des stops serrés. Si ça se retourne comme ça, j'ai un stop à 0 et je ne rate pas la vente des 26,20. Et si les 26,20 devaient passer en force, je suis stoppé à 0 ou en petite perte et je me repositionnerai à 26,60, 26,80, enfin entre 26,60 et 27 pour jouer donc le haut du biseau et potentiellement un retournement baissier par la suite. Voilà, donc pour ce qui est du plus court terme, voici le triangle dans lequel on était enfermé la semaine dernière. On a spéculé avant Bernanke, on est monté avant Bernanke, on a touché 26,20, on a baissé, on est remonté tester la résistance donc avec les spéculations sur QE3, puis ça s'est tassé vendredi. Lundi sans volume, on est remonté, puis ce matin on est venu chercher 26,20 et ça ne passe pas. Donc j'ai shorté 26,15 pile poil sous les 26,20 et le R1 du jour qui fait résistance. Si les statistiques de cet après-midi devaient être favorables à une hausse de l'euro-dollar, on pourrait retourner chercher 26,20, voire tester les 26,30, 40 en extension, soit le niveau des plus hauts de vendredi et le R2, qui est un niveau de short également. Si c'est mauvais, par contre, on vise le pivot ici à 25,90 en premier lieu, seuil sur lequel je mettrai mon stop à 0 sur les ventes à 26,15. Sous le pivot, on viserait ici une petite oblique en vert qui rallie les plus bas de vendredi et de lundi et qui se conjugue avec le S1 à 25,70. 25,70, c'est l'objectif intraday des vendeurs à 26,20. Ça fait 50 points de gain, c'est très appréciable. Quant à moi, si on revient à 25,70, je verrai si ça tient ou si ça casse, mais dans tous les cas, vous connaissez mon avis sur la question. Si j'ai une vente à 26,15 avec un stop à 0, je ne vais pas m'amuser à couper en gain de 50 points, sachant que je vise potentiellement 400 points de gain, puisque je pense que Draghi pourrait baisser les taux ou parler d'une baisse de taux jeudi, et je pense que vendredi, si le NFP est correct, les spéculations sur le QE3 pourraient s'envoler. Voilà, c'est un avis personnel, je vous explique comment je détermine cet avis, comment je le défends graphiquement et comment je le joue à court terme. C'est le but éducatif de ce morning meeting. Ensuite, que la position soit bonne ou pas, il y a un stop, c'est une stratégie. Qu'on gagne ou pas, ça c'est des choses, ça arrive. Un stop serré, relance, c'est un stop de 20 à 30 points. Concernant l'AUD est dans une tendance baissière. Pour moi, il a fait un plus haut à 1,06. Hier, Voilà, donc c'est le point de vue de Nicolas Chéron, donc il va également dans le sens d'une baisse de l'euro-dollar et des actifs à risque en général. Donc je me retrouve assez dans ce qui a été dit ici. Au niveau de la manière de placer mon stop, le passer juste au-dessus des précédents plus haut, il faut voir s'il n'y a pas de zone de support, ancien support ou autre zone de résistance importante au-dessus, pour pas le placer dans une zone pour finalement une zone d'accélération. Donc là, ça semble intéressant parce qu'à la fois on a la résistance oblique baissière qui est vraiment significative, hein. C'est pas une zone inventée, hein, qui tient bon depuis le 27 octobre 2011, donc pas un an mais ça fera bientôt un an.
Au-dessus de ça, sinon, on aurait une autre zone de résistance horizontale qui serait à 1.2689, qui avait été marquée lors des plus hauts du 29 juin dernier, mais c'est pas forcément la zone la plus importante. Il y en a d'autres un peu plus haut, etc. Là, en plus, au-dessus de ces 1.2637, on a en fait une ancienne zone de support qui avait joué son rôle le 13 janvier 2012 à 1.2617, donc c'est un peu en dessous. Et donc un ancien support, une fois qu'il est cassé, il joue un rôle de résistance. Or là, on est en contact avec ce dernier. Donc ça semble être une zone quand même intéressante, au-dessus de laquelle de se protéger, ça semble tout à fait cohérent. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, on peut prendre les rotations de Fibo de l'ensemble du mouvement de baisse qu'on avait depuis les plus hauts. Donc de mai 2011, on aurait les 23,6%, eux ce serait à 1.2723. Donc là ça peut être par contre assez cohérent de le mettre un peu plus haut, mais ça ferait quand même un stop loss assez large pour ma position, donc je vais réfléchir. Soit je le serre, soit je le desserre, mais le problème c'est que il faut quand même respecter un money management cohérent. Donc si je le serre, je pourrais prendre une position plus grande que si je le mets, si je l'écarte. Donc c'est toujours ça qui est encore. En tout cas, bravo à Nicolas Chéron, puisqu'on a vu qu'aujourd'hui ça a plutôt accéléré à la baisse, il avait un point de vue baissier, donc bravo à lui. Donc alors là la taille de ma position va dépendre directement de ça. Hein. Donc je pense que je vais plutôt charger ma position avec un stop loss plus serré. Donc je vais zoomer. Je vais prendre exactement le plus haut de la bougie de la semaine dernière, là. On avait marqué le plus haut à 1.26376. Donc je vais mettre mon stop. Bon, on va mettre à 1.2640. Et donc je prends une position de 5 micro-lots, avec un capital de 690 €. Alors, je suis en train de prendre la position. Voilà, c'est fait. Je vous rappelle, vous pouvez suivre l'ensemble des positions en cliquant sur le bandeau noir. Résultat du compte, au-dessus du cas de diffusion de l'émission, c'est mis à jour toutes les quelques minutes. 5 minutes maximum, je crois. Et ça vous permet de suivre mes positions, etc. Donc la position déclenchée. Donc 5 micro-lots sur l'euro-dollar, entrée à 1.2561. Je vais placer mon stop loss tout de suite, donc à 1.2640. Voilà, donc tout est en place. Reste à laisser courir. Ça a une position swing, donc là il n'y a vraiment pas d'urgence, etc. Je vais regarder s'il y a des choses qui ont été indiquées sur le chat écrit. Non, pas de réaction, ce qui est assez logique. Hein. De toute façon, il est tard, donc normalement on fait les émissions à d'autres horaires. Donc pour résumer, la position du jour et le contexte dans lequel elle a été prise, etc. Normalement je fais mes émissions de 14 à 18h, là j'ai pas pu le faire. Du coup j'ai commencé en retard. À 18h, donc les marchés européens étaient déjà fermés. Donc il faut savoir s'adapter au contexte du marché et pas attendre l'inverse, hein, bien sûr. Donc dans ce cadre-là, je me suis dit, le plus cohérent, c'est peut-être une position moyen long terme pour quand même faire quelque chose aujourd'hui, mais l'air cohérente, donc pas essayer de trader n'importe quoi, alors qu'il n'y a rien à faire le soir. Et donc par exemple de la fermer demain à la reprise de l'émission, donc à 14h. À partir de ça, j'ai fait une analyse technique et fondamentale des marchés. J'ai également écouté ce qu'avaient à dire différents analystes, notamment des gens que j'estime comme bons. Donc on a écouté des analyses de atcac.fr, on a écouté Signal Forex, on a écouté des avis de Nicolas Chéron de FXCM, d'analystes pour les brokers tels MBCFX. On a également écouté les points de vue fondamentaux de divers intervenants. Moi j'avais déjà mon point de vue qui était plutôt baissé, donc tout ça m'a confirmé dans cette optique, même si on n'a pas écouté que des analyses sur l'euro-dollar, et finalement je prends une position sur l'euro-dollar par corrélation. On a écouté des gens qui parlaient du CAC 40 notamment, ou d'autres paires de devises, mais c'est toujours intéressant, et c'est très utile dans le cadre d'une prise de position, même sur un autre produit tel que l'euro-dollar. Donc mon stop de protection, il est à 1.2640. Il est donc à 80 pips de mon point d'entrée qui est à 1.2561. 80 pips avec 5 micro-lots, ça représente 40 $, qui représente environ 30 €, peut-être un peu moins. Ce qui représente quand même pas mal, ça représente environ 4%. Après, sachant que je suis sous-capitalisé, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Voilà, donc là, on va aller voir s'il y a d'autres choses intéressantes à remarquer et à soulever. Autrement, je vous quitterai là-dessus. Je vais continuer à bosser sur les robots pour ma part. Alors je crois qu'il y avait quand même des points de vue. La fin, ça va pas l'intéresser directement. Il y avait un point toujours sur l'euro-dollar réalisé par Trading TV, on écoute ça. Bonjour et bienvenue sur Trading TV, nous sommes le mardi 4 septembre 2012.
L'Institut Market Economics a hier publié sa version définitive du PMI manufacturier au sein de la zone euro pour le mois d'août. Malgré son amélioration à 45,1 points contre 44 points en juillet, cet indicateur reste en zone de contraction sous les 50 points. L'impact de cette statistique a été limité sur l'orientation de la monnaie unique européenne. Celle-ci reste inscrite dans une phase de reprise face au dollar américain et devrait d'ici peu rallier sa résistance majeure des 1,2730 $. 4 données vont aujourd'hui rythmer la séance, à savoir les prix à la production de la zone euro et aux États-Unis, les dépenses de construction, l'indice ISM manufacturier ainsi que les ventes de camions et d'automobiles. Bonne matinée et à bientôt sur Trading TV. Voilà, donc c'était le point réalisé par Trading TV. Il y avait un point, mais sur l'action en particulier, c'était Vallourec, donc ça va pas m'intéresser directement. Après le reste, ça va pas m'intéresser plus que ça. Alors, on va continuer à chercher de l'information, à voir ce qui a été publié. Ok, donc le reste, on avait vu. Donc, alors, New York Financial Press avait publié quelque chose. Trado avait publié son analyse du CAC, on va la regarder. Avis de Tradosor sur le CAC 40. Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indice, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. 1,6% de perdu ce soir, ce qui nous ramène au seuil des 3400. On termine symboliquement en dessous. Donc grosse déconvenue, notamment due à la déception sur les stats américaines. Alors j'ai cherché avant de faire la vidéo comment on aurait pu prévoir cette baisse d'aujourd'hui alors qu'on venait juste de se hisser au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances vendredi. J'en ai suffisamment parlé. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié mes fondamentaux finalement. Il y a un indicateur que je suis, bon, d'autres l'utilisent sans doute, mais c'est un truc que j'ai découvert il y a quelques années. C'est la conjonction du MACD et du momentum. Vous le savez si vous regardez mes vidéos, je suis cet indicateur lorsque le MACD est négatif, non pardon, lorsque le momentum est négatif et que le MACD est sous son signal, pour moi c'est quelque chose qui est très dangereux et justement les inversions de tendance se manifestent et du moins commencent lorsqu'il y a un changement au niveau du MACD, du momentum. Or, regardez bien, le MACD était clairement encore sous son signal et le momentum était également négatif. Je ne sais pas comment j'ai pu oublier à ce point mes fondamentaux, mon trading system, puisqu'effectivement dans ce genre de conditions, on ne pouvait pas envisager que l'évolution soit un long fleuve tranquille et on s'est mis en danger. Et effectivement, dans ces conditions, eh bien, on est sous la M20, sous la M7, la M20 devenant baissière. Je ne vois pas comment on peut éviter un nouveau test de la Bollinger inférieure dans ces conditions, hein. Donc on est toujours au milieu de la partie haute de la fourchette d'Andrews bleu, naviguant entre la partie haute et la médiane. J'envisage toujours que le ralliement de la médiane soit une possibilité. On a un support intermédiaire sur les 50% de retracement de Fibonacci et également la Bollinger inférieure. Ce sont les niveaux qui ont permis au CAC de rebondir séance du 31 août. Il faudra absolument préserver ces niveaux, mais quelque chose me dit qu'on risque d'aller un petit peu plus bas que ce qui s'est passé le 31 août. À suivre donc. Si vous êtes haussier, je ne saurais trop vous conseiller d'attendre. Si vous êtes baissier, vous avez un bon point d'entrée, surtout que mine de rien, on vient de dessiner un avalement baissier in extremis. Regardez, hein, j'ai fait un webinaire sur les chandeliers japonais, je vous rappelle. Hein. Regardez, le corps de la bougie de vendredi est complètement englobé, avalé par le corps de la bougie d'aujourd'hui, si on ne tient pas compte des ombres. Donc c'est un signal qui est négatif, hein. Donc à surveiller de très très près. Je terminerai en insistant encore une fois sur le fait que dans ces conditions, on risque d'aller chercher la Bollinger inférieure demain. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain.
Donc voilà le point réalisé par Tradosor. Donc j'ai précisé le contexte dans lequel j'ai pris la position. Également, pourquoi j'ai placé mon stop ici, ça semble assez simple, c'est simplement au-dessus de précédents plus hauts significatifs. On a une zone de résistance horizontale assez large que j'avais évaluée entre 1.2747 et 1.2617. Elle n'est pas forcément les plus cohérentes, parce que en fait, je me rends compte que les cours réagissent plus par rapport à la zone de résistance oblique baissière que par rapport à cette zone des 1.2747, et que finalement c'était plus les 23.6% de retracement de la dynamique baissière qu'on avait qu'un seuil à repérer. Donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup de mettre cette autre zone de résistance, donc je vais l'enlever tout simplement. Donc pour moi les précédentes zones importantes c'était donc cette zone là des 1.2617 qui correspond en fait à un ancien support horizontal important et sur lequel on a buté récemment et on a du mal à franchir. Donc aujourd'hui on voit que l'avis des analystes va assez clairement dans le même sens. Donc on a écouté Trader dans l'instant qui est aussi plutôt baissier sur les... Là c'était sur le CAC 40 qu'un Actifaris bien sûr. Donc ça va toujours dans ce sens-là. Rappelons que l'euro joue le rôle d'Actifaris, le dollar de valeur refuge en règle générale. Après il peut y avoir des spéculations, ça peut s'inverser à certains moments, mais la règle absolue reste ça. Ce contexte technique est intéressant. Alors ce qu'on peut avoir demain, ce serait une belle accélération baissière. Pourquoi pas aller rechercher la moyenne mobile exponentielle sans tracé en noir, ce sera un retour vers les 1.2519, voire plus bas. Pourquoi pas le support oblique haussier qui a conduit le mouvement de correction depuis les plus bas de fin juillet. Donc à ce moment-là, ce sera un retour vers les 1.2447. Ce sera une journée vraiment excellente. Ça peut arriver. Demain, comment je vais gérer ça? Alors à 14h, j'ouvrirai en fait, je serai là avant, hein, je serai là dans la matinée, etc. Mais je pense que quoi qu'il arrive dans la matinée, je serai couvrir ma position. À partir de 14h, on débutera l'émission. Et donc là, je verrai comment gérer la position. Donc soit ça s'est bien passé. Et à ce moment-là, je verrai si c'est intelligent de couper à quel moment et sur quel niveau. Ou si c'est plus intelligent justement de laisser courir. Si ça se passe mal, a priori, je ne sortirai pas avant le stop loss. Donc demain ça devrait être plutôt de la gestion. J'ai bon espoir parce que là on a quand même un signal assez important qui arrive sur une zone de résistance, donc vraiment sur une phase de repli donc le repli, donc nous on entre dans le sens de la tendance de fond relativement à bon compte, et si on a des mauvaises nouvelles demain ça pourrait accélérer assez franchement. Donc si je regarde les nouvelles qu'on a à attendre demain, on n'a pas de nouvelles majeures macroéconomiques, simplement dans l'après-midi on surveillera par rapport à l'économie américaine la productivité non agricole, les coûts salariaux unitaires, on a également le livre rouge, New York ANAPM, je sais pas, ça doit être un indicateur économique, c'est l'Association nationale de la gestion des achats. L'objectif de cette enquête est d'évaluer rapidement les conditions d'activité des entreprises et organisations manufacturières et non manufacturières dans la région de New York. Donc ça on surveillera ça, ce sera à 15h45. Adjudication de bon du trésor à échéance 4 semaines, et américaine, hein. Stock de brut hebdomadaire et le stock d'essence hebdomadaire. Dans la matinée, on aura plusieurs nouvelles relatives à l'économie européenne, aucune de forte importance, mais plusieurs petites informations qui peuvent, si elles vont toutes dans le même sens, faire bouger les marchés. Donc on suivra ça attentivement. À part ça, moi je vais lancer ce soir le robot, en tout cas je vais tenter de le lancer, Urge Peking, donc il pourra y avoir des positions sur l'euro lié au sterling qui seront prises pendant la nuit, on verra ce qu'il en est. Voilà, donc pas grand chose de plus à signaler, je pense avoir fait mon boulot. On va quand même continuer à aller chercher de l'information. N'hésitez pas à réagir sur le chat si vous avez des avis, peut-être même divergents par rapport à l'euro-dollar ou autre. Alors je crois que le chat il va pas bien en ce moment, il bug un peu, etc. Pourtant j'ai contacté iChat, mais vous pouvez quand même correspondre, hein, j'ai le chat sous les yeux, donc je peux vous répondre et prendre en compte vos avis en direct. Nicolas Dose, on va écouter son point de vue, c'était aujourd'hui au micro de BFM. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. J'ai une sorte de cri du cœur pour commencer cette émission, c'est arrêtez tout. Il est question désormais de recréer une pompe à morphine sur l'immobilier, une sorte de nouveau cellier dans la loi de finances qui s'annonce au Parlement à l'automne. Il y a cette banque publique d'investissement, on le sait, elle est dans les starting blocks. Et puis Arnaud Montebourg continue son agitation que l'on espère productive. Et il rencontrera jeudi Philippe Camus, le patron d'Alcatel-Lucent, qui a annoncé 5000 suppressions d'emplois dans le monde. Je vous rassure, il n'y aura pas que ça dans l'émission. Je suis avec Mathilde Lemoine. Bonjour Mathilde. Bonjour Nicolas. Directeur des études économiques d'HSBC France, membre du conseil d'analyse économique qui existe toujours. Toujours. Jean-Pierre Petit, bonjour. Bonjour. Il est président des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. Et Alain Madelin, bonjour Alain. Bonjour. Président du fonds Latour Capital. Je me demande si lorsque vous aviez pris les rênes du ministère de l'Industrie, vous n'aviez pas dit arrêtez tout en arrivant. J'avais arrêté beaucoup de choses, oui. J'avais arrêté les subventions au canard boiteux, ce qui a plutôt donné un bon résultat en termes de croissance de la production industrielle. C'est le meilleur résultat sur les 20-25 dernières années. C'était très simple. Il suffisait de dire, écoutez, quel est l'état de l'économie aujourd'hui? Je constate qu'on prélève de l'argent sur les entreprises saines pour le transférer aux entreprises malsaines. Quand vous arrêtez ce dispositif-là, ça a forcément de bons effets. Puis j'avais supprimé toute une série d'organismes inutiles, de directions du ministère redondantes, etc. Enfin, c'est une politique qui aujourd'hui paraîtrait impensable. Et pourtant, c'est la politique dont on aurait besoin, Mathieu. Et pourtant, la situation à l'époque n'était pas aussi tendue qu'elle l'est aujourd'hui. Oui, c'est un avantage. D'avoir une situation plus... Oui. Plus douce. Oui, parce que vous pouvez faire, quand vous voulez faire des réformes, c'est comme quand vous investissez à l'intérieur de la restructuration d'une entreprise. D'une certaine façon, ça coûte un peu d'argent. Et si vous n'avez absolument pas d'argent pour faire cette restructuration, pour prendre un exemple simple, vous êtes obligé de faire des licenciements secs. Les licenciements secs, c'est beaucoup plus douloureux, d'abord pour ceux qui les subissent, et puis politiquement, socialement, etc. Mathilde Lemoine, est-ce qu'il faut recréer une pompe à morphine pour l'immobilier, un nouveau cellier? Alors on nous dit que ce serait un dispositif type cellier, mais pas un cellier, ce serait... Ça s'appelle Robien, Borloo, enfin comme vous voulez, on a pas mal d'exemples. Plus social, avec une carte géographique totalement revisitée. En tout cas, c'est à nouveau une sorte de subvention à l'investissement locatif. Est-ce qu'il faut retourner là-dedans encore? Non. Clairement non. Ce que je trouve absolument fascinant, c'est que malgré un changement de majorité, il n'y ait toujours pas de réflexion sur le fonctionnement du marché immobilier français. Et ce qu'on a vu durant la crise, c'est qu'on a eu une chute des prix immobiliers assez significative et une chute des ventes qui a été arrêtée en France, contrairement à ce qui s'est passé dans les autres pays, par justement la mise en place du cellier. Et le cellier a engendré une remontée des ventes, mais surtout une remontée des prix assez significative. Et donc, ces systèmes d'investissement, de subvention à l'investissement locatif se retrouvent dans les prix. Donc, c'est plutôt positif pour les propriétaires, pour ceux qui détiennent déjà des biens immobiliers, mais évidemment très négatif pour ceux qui... Alors, ça va pas nous intéresser du tout directement. Donc, c'est quand même intéressant, mais dans un autre registre. Donc, je laisse le lien pour ceux qui s'intéressent sur le chat écrit. Et nous, on va passer à autre chose. Alors... Donc ça c'était ok. Ok, ça on avait vu. Très bien, donc le reste c'était ok. On va aller voir du côté des autres analystes, alors que là pour le moment bon, il y a très peu de mouvement, hein. On est en légère perte. On doit perdre de 2 pips là. Ok, ça on avait vu. L'emploi scolaire, un défi pour François Hollande. D'espérer des médias à Hollande. Des points de vue fondamentaux. Il y avait Paul Jorion qui parlait vendredi dernier. Je vais regarder les thèmes qui étaient soulevés. On va écouter rapidement. Si ça dévie trop, parce que des fois il part dans d'autres explications, on écoutera. Plongé au cœur de la... Donc on écoute Paul Jorion, c'était vendredi. Bonjour, on est le vendredi 31 août 2012 et je vous parle de Profonville qui se trouve près de Louvain-la-Neuve en Belgique. Et la raison pour laquelle je suis là, c'est que j'ai participé à un événement qui s'appelle Transmutation et j'y participe encore ce matin.
C'est un événement dont je ne vous ai pas parlé parce qu'il a lieu à guichet fermé. C'est une confédération de 20 entreprises qui se réunissent pour produire cet événement, qui invite, chacun invite une dizaine de personnes de son choix. Et donc il y avait 200 personnes pour nous écouter, nous les orateurs. Et ça formait un auditoire particulièrement intéressé aux questions qui étaient posées. Alors, qui nous étions, les 4 qui ont parlé hier? Il y avait M. Jean-Louis Servan-Schreiber, qui est dans l'édition en France, qui est le frère cadet de M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui doit être très connu de vous. Ils ont participé tous les deux d'ailleurs à la création du magazine L'Express, à une époque où l'Express c'était essentiellement un organe d'opposition, dont la plupart des exemplaires, je l'ai rappelé d'ailleurs à M. Servan-Schreiber, étaient saisis. Et nous en Belgique, moi j'avais 12, 13 ans, 14 ans, à cette époque-là, nous avions la chance de pouvoir lire les exemplaires de l'Express saisis en France. Et je sais d'ailleurs que certains de nos professeurs faisaient repasser la frontière dans l'autre sens à ces exemplaires de livres qui n'avaient pas l'air de plaire aux autorités françaises. Ça parlait beaucoup de la guerre d'indépendance d'Algérie, c'était ça la raison. Et M. Servan-Schreiber a parlé hier du temps, de la manière énervante dont nous essayons de gérer notre temps, et en laissant passer les bonnes occasions et en ayant l'attention attirée sur ce qui n'a aucune importance. C'est une réflexion sur je dirais, les valeurs qui sont les nôtres aujourd'hui et qui ne sont pas celles qui seraient les meilleures pour l'humanité. J'ai parlé en second. En troisième, il y a eu Madame Isabelle Sorante qui a parlé, elle, de notre tendance actuelle à confondre le qualitatif, la qualité avec les nombres. Elle a écrit un livre à ce sujet. Elle a eu la gentillesse de me citer abondamment. Il y a une parenté évidente entre les choses qu'elle dit et celles que je dis moi-même. Je lirai certainement son ouvrage sur cette question. La quatrième personne qui a parlé hier, c'est M. Frans de Waal, qui est un éthologue néerlandais, qui vit aux États-Unis, c'est pour ça que j'hésite un tout petit peu, et qui nous a parlé de la coopération et de la solidarité chez les animaux, et qui nous a montré des documents tout à fait extraordinaires sur la coopération chez les éléphants, par exemple, chez les grands singes, dont il nous a rappelé, il nous dit, c'est pas que nous soyons parents avec les grands singes, il a montré une représentation de l'arbre généalogique en fonction des distances réelles entre les espèces. Ce n'est pas que nous soyons comme des grands singes, nous sommes des grands singes. Il n'y a pas de question de ce point de vue-là. Il nous a montré des exemples formidables de coopération, de solidarité, d'apprentissage en coopération par les grands singes. Il y a aussi quelques exemples, bien qu'il n'ait pas expérimenté lui-même là-dessus, sur la coopération que nous avons spontanément avec les marsouins, les dauphins. Et alors, la leçon qui est tirée involontairement ou volontairement d'un exposé comme celui de M. de Waal, et aussi ce que nous avons pu dire les trois autres, tout ça va dans le même sens, c'est que nous avons une capacité en tant qu'espèce à nous conduire de la manière que Orwell appelait la décence ordinaire. Nous avons cette capacité et ça nous demande un apprentissage extraordinaire pour nous débarrasser de ça, pour nous conduire de la manière dont on nous représente. Et cette image que l'homme est un loup pour l'homme, que d'une certaine manière, comme le président des gens comme Hayek, comme Milton Friedman, comme von Mises, qu'en fait il y a un certain retour à la nature quand nous introduisons la compétition, la concurrence débridée dans nos entreprises, et ainsi de suite, qu'en fait ce n'est pas du tout un retour à notre nature. Notre nature est une nature sociale d'entraide et de coopération. Monsieur de Waal a attiré l'attention aussi sur le fait que l'empathie, ça peut être aussi l'empathie qui nous fait comprendre comment on peut torturer, comment on peut faire mal à quelqu'un. Également, il y a moyen de dévoyer effectivement cette réaction spontanée que nous avons vis-à-vis des autres, de vouloir essentiellement les aider de la même manière que eux nous aident spontanément. Et alors, c'est ça qui est intéressant, je dirais, pour moi, en plus du fait que je suis assez épaté, moi, quand je vois dans un milieu qui n'est peut-être pas a priori celui où j'imaginerais que mes idées sont les mieux reçues,
qu'en fait si, et qu'il y a une connaissance, je suis épaté par la connaissance dans le détail de certaines personnes, de ce que j'ai écrit dans les conversations ensuite, et pas seulement une personne, c'est une, deux, trois, c'est une demi-douzaine, c'est une douzaine, et ainsi de suite. Mais ce qui apparaît de cette réunion, et des interventions, il y aura encore des interventions aujourd'hui, mais des interventions que j'ai entendues jusqu'ici, c'est ce ras-le-bol généralisé envers l'ultralibéralisme. Ça apparaît maintenant, je dirais vraiment comme une vague dans les populations. On en a vraiment eu assez, de ce genre d'attitude. Et voilà, et ce qui est intéressant, donc, c'est quand on rassemble 200 personnes qui n'ont pas l'occasion de se parler tous les jours, qui pour la plupart ne se connaissent pas entre elles, c'est de voir à quel point ce sentiment est généralisé, qu'il nous faut maintenant passer à autre chose. Alors, de ce point de vue-là, c'est extrêmement rassurant pour moi. Ça me fait plaisir de participer à des événements comme ceux-là, même quand ce sont des événements où je ne peux pas vous inviter parce que c'est organisé sur un autre type de base. Mais voilà, les idées avancent, la réflexion avance. C'est formidable de pouvoir se retrouver dans un endroit et d'avoir le sentiment à la fin d'une discussion d'un quart d'heure avec un ensemble de personnes autour d'une table qu'on a avancé vers quelque chose, qu'on avance vers une solution. Voilà, à la semaine prochaine. Donc voilà, Paul Jorion, qui est un ancien trader professionnel en salle de marché pour JP Morgan, je crois. Donc là, c'était pas spécialement intéressant par rapport au trading, mais voilà, c'était un point de vue qu'il fallait entendre. Alors, moi, tout est fait de mon côté. Je vous retrouve demain à 14h pour de nouvelles aventures. Je terminerai par vous dire que si vous avez le temps, n'hésitez pas à répondre au sondage du mois. Plus on a de réponses, mieux c'est. Il y a 57 personnes qui ont répondu pour le moment. Comment va évoluer Apple à moyen long terme, sous quelques mois? Donc soit hausse, baisse ou stagnation. Actuellement, sur les 57 personnes, il y en a 47% qui pensent à une hausse, 36% à une baisse et 17% à de la stagnation. Si vous êtes intéressé par le trading et vous souhaitez passer de la théorie à la pratique, si vous découvrez ces émissions comme par exemple de la formation, des choses comme ça, vous avez des brokers, notamment Saxo Bank ou Plus 500, qui proposent des comptes démo. Donc en quelques clics, vous remplissez un formulaire de quelques champs. Je crois que c'est entre 3 et 6 champs selon les brokers. Donc nom, prénom, numéro de téléphone, mail, etc. Vous disposez d'une plateforme de trading et d'un compte virtuel qui vous permet de faire vos premiers pas en trading dans les mêmes conditions que le réel, mais sans prendre le moindre risque financier et entièrement gratuitement. Alors en plus de ça, Plus 500, qui est un broker londonien basé à Londres, bon, ça va rien dire, un broker londonien clairement régulé au Royaume-Uni, donc par la FSA, l'organisme de régulation, propose un bonus de 25 € sans aucun dépôt, ce qui vous permet là de faire vos premiers pas en réel avec une petite somme. C'est pas comme ça que vous deviendrez millionnaire, mais c'est quand même sympa. En plus, propose des petites tailles de positions avec lesquelles trader, donc ça permet de faire vraiment ses premiers pas sans le moindre risque, mais avec de l'argent réel, et ensuite de pouvoir retirer ses gains. Alors il y a quelques conditions pour retirer les 25 €, je crois qu'il faut trader un certain nombre, un certain montant, mais par contre les gains vous pouvez les retirer sans aucun problème, et ça c'est une offre vraiment intéressante. Donc voilà, j'aurai pas grand chose de plus à vous signaler. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, notre chaîne YouTube, pour vous tenir informé de notre actualité, des contenus qu'on poste, etc. Là il y aura beaucoup d'interviews, beaucoup de reportages qui seront faits prochainement, donc n'hésitez pas à nous suivre, vous avez tous les liens en haut à gauche au-dessus du logo videobourse.fr. Bonne soirée à tous, à demain à 14h.